D'abord, je voudrais vous dire que je suis très, très heureux d'être avec vous, de venir célébrer les succès des boursiers, des 78 boursiers qui viennent de 24 pays, qui sont venus partager leur savoir, prendre un peu du nôtre, nous apporter un peu du leur, dans 28 champs de formation et dans 13 établissements. Cette cérémonie est pour eux, cette cérémonie est pour les remercier d'être venus au Canada, cette cérémonie est pour les remercier de ce qu'ils ont apporté durant leur séjour, aussi, j'imagine de leur part, ils sont heureux d'être avec nous parce qu'ils ont pris de ce pays des valeurs, peut-être quelques valeurs, certainement des connaissances. C'est un grand programme, le programme canadien des bourses de la francophonie. J'étais au sommet de Québec de 1987, lorsque le deuxième sommet de la francophonie, lorsque le programme a été créé. C'est un sommet formidable. C'est un sommet où l'ancien président du Sénégal, ancien secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, a dit, au moment où on est en train de fermer le sommet, M. Mulroney, Premier ministre du Canada, M. Bourassa, Premier ministre du Québec, est en train de fermer le sommet, de remercier les chefs d'État et de gouvernement qui étaient venus, et Abdou Diouf s'est levé, et quand Abdou Diouf se lève, grand comme il est, on le voit, et il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On se quitte, et on n'a pas parlé d'audiovisuel alors que le monde entier parle d'audiovisuel. Voilà comment TV5 est né. Au même sommet, le premier ministre du Maroc dit, moi, mes enfants marocains, là, ils vont aux Jeux de la Méditerranée, aux Jeux de la Ligue arabe, aux Jeux de ci, aux Jeux de ça. Il y a des Jeux du Commonwealth, il n'y a pas de Jeux de la francophonie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà comment les Jeux de la francophonie sont nés. Et le premier ministre du Canada a pris la parole après tout ce beau monde pour annoncer que le Canada annulait les dettes des pays africains et créait le programme canadien des bourses de la francophonie, qui demeure aujourd'hui, en 2020, l'une des signatures respectées du Canada dans l'ensemble des pays de la francophonie. J'ai presque envie de dire, mais je ne voudrais pas être critique, on est à une fête, l'une des rares signatures du Canada identifiée comme telle dans l'espace francophone international. On m'a demandé de venir vous parler du monde. Nous vivons dans un monde qui change d'une façon absolument considérable. Et moi, j'ai envie, les Africains qui sont avec nous aujourd'hui, je voudrais d'ailleurs saluer les ambassadeurs d'Afrique, les représentants d'Affaires mondiales Canada, les administrateurs des institutions qui sont avec nous. Je disais que j'ai envie les jeunes Africains, les moins jeunes aussi, parce que, comme je l'écris dans mon dernier livre, et c'est pour ça qu'on m'a invité pour parler un peu du contenu de ce livre, ils ont devant eux le chantier du siècle. Ce qui va se passer en Afrique au XXIe siècle va déterminer très largement la sécurité du monde, le développement du monde, puisque, vous le savez, un être humain sur 4 en 2050 va vivre sur le continent africain. C'est considérable. Quel est ce monde nouveau dans lequel on s'insère tous, le Canada y compris, mais puisqu'on parle d'Afrique, ce monde nouveau dans lequel s'insère l'Afrique? Vous savez qu'il y a 3 ou 4 choses qu'on doit se dire sans précaution. D'abord, on a assisté à un des événements les plus considérables de l'histoire moderne, peut-être de l'histoire de l'humanité. Le basculement de la richesse. Depuis 4 siècles, la richesse était en Occident. C'est terminé. La richesse, elle est encore en partie en Occident, mais elle est maintenant à l'est du monde. Elle est en Asie, notamment. Elle est en Chine, elle est aux Indes, elle est en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam, au Japon, en Corée, et pas un peu. Tous ces pays ensemble de l'Asie produisaient 25% du produit intérieur mondial il y a 25 ans. Dans 25 ans, ils vont produire près de 60% de la richesse créée dans le monde. Il y a un basculement considérable de la richesse. Le plus grand pays, le plus pauvre du monde, il y a 30 ans, qui était la Chine, est devenu le plus grand pays, peut-être l'un des 2 plus riches du monde, avec les États-Unis. Donc, quelque chose de considérable s'est produit. Il n'y a pas simplement le basculement de la richesse qui s'est produit. Il y a la capacité de produire la richesse. Jusqu'à tout récemment, la capacité réelle
de produire la richesse, la science, la technologie, c'était l'Occident. C'était la zone atlantique du monde, plus l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, le Japon. On vient de faire le tour. C'est terminé. La science, la technologie, elle est produite partout maintenant. Il y a, au moment où on se parle, plus d'un demi-milliard d'internautes en Afrique. Impensable il y a 30 ans. Même les gens qui spéculaient le plus abstraitement possible n'auraient jamais pensé qu'il y aurait de tels transferts. Donc, la capacité de produire la richesse, ce n'est pas rien. On va demain, sans doute, prendre l'avion dans des avions produits en Chine, dans des trains produits en Corée. 85% de ce qui circule dans le monde circule en bateau. 60% des bateaux qui sont produits dans le monde sont produits en Asie. Donc, il y a eu quelque chose d'énorme. On est dans ce monde-là. Il faut prendre note. Deuxièmement, dans les changements du monde, dans le monde nouveau dans lequel on est, dans lequel l'Afrique se trouve, il y a le déploiement universel de l'ère numérique. Si on s'était parlé il y a 30 ans, on aurait parlé de 250, 300 millions d'internautes en disant ça va se développer, on n'était pas trop sûr à quel rythme, etc. On s'en va vers 5 milliards d'internautes. Dans 20 ans, il va en avoir 7 milliards de personnes connectées au même système de communication, au même système de savoir, qui ont le même accès, s'ils sont à Dakar ou à Tokyo ou à Rio ou à Toronto, le même accès à tout ce qu'offre le numérique. C'est considérable. Et pour l'Afrique, c'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique, que les technologies de la période moderne et contemporaine lui sont accessibles en même temps que le reste de l'humanité. L'Afrique n'est pas encore vraiment industrialisée, après 2 siècles d'industrialisation, etc., etc. On pourrait prendre, on n'a pas le temps, toutes les étapes du déploiement des technologies modernes, sauf que cette fois-ci, les Africains, grâce aux Asiatiques, qui leur ont apporté les équipements que les Africains pouvaient s'offrir, sont au même niveau d'accès, et on va en reparler un peu plus tard. Troisième grand changement, la démographie. La démographie, c'est très compliqué. C'est un peu comme les continents. Ça bouge, on ne sait pas trop, etc. Sauf qu'il y a une chose qu'on sait maintenant. Qu'en 2050, 80% des êtres humains sur la Terre vont vivre en Asie et en Afrique. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et le programme canadien des bourses de la francophonie permet de réfléchir à toutes ces questions. En santé publique, en administration publique, en administration des universités, en ingénierie, en droit, dans toutes les disciplines, les unes après les autres, il faut revoir nos fiches. On est dans un autre monde et aussi bien en prendre bonne note parce que cet autre monde, il est en évolution extrêmement rapide. Le livre dont je parlais tantôt, Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle, raconte cette histoire des changements du monde et comment il affecte le continent africain. C'est passé de l'Ouest, la richesse, vers l'Asie. C'est en train de passer de l'Asie vers le Sud. C'est un peu plus lent qu'on l'avait pensé, mais on va y revenir. Les données les plus fiables concernant le développement du continent africain aujourd'hui permettent de croire que la richesse qui est passée de l'Ouest à l'Est est en train de passer au Sud. Sur le numérique, je viens de donner certains chiffres qui sont assez concluants. L'Afrique est dans le grand courant numérique du monde. Et d'ailleurs, tous les grands groupes, tous les grands personnages du numérique aujourd'hui sont en Afrique, parlent aux jeunes Africains, créent des instituts de recherche au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, un peu partout, en Afrique du Sud, évidemment, un peu partout sur le continent. Donc, il y a une période, 1990-2020, ça c'est le passage de la richesse de l'Ouest à l'Est. Il y a une autre période, 2020 plus, c'est le passage de la richesse de l'Ouest et de l'Est vers le Sud. Il y a un grand débat sur la démographie. Je voudrais en dire un mot. Parce qu'on dit que c'est épouvantable, il y a trop de monde en Afrique, etc. Écoutez, cette thèse prédomine actuellement dans les médias. On a même dit à un moment donné, les femmes de tel pays produisent trop d'enfants. Honnêtement, est-ce que c'est vrai que la démographie dessert l'Afrique? Moi, je ne crois pas ça.
Je crois que la démographie forte sert l'Afrique. La population du monde a doublé depuis 45 ans. La richesse a diminué, la pauvreté a diminué de 80% dans le monde. La population de la Chine a doublé dans la même période, et on a dit tantôt ce qui est arrivé à la Chine. Au moment où sa population passait de 700 millions à 1,3 milliard, elle est sortie de la pauvreté et elle a sorti 600 millions de personnes de la pauvreté. Donc, dire démographie et pauvreté, c'est la même chose, c'est, je dirais, travestir la vérité. C'est un peu mentir, c'est plus compliqué que ça. Et il y a des pays en Afrique où le taux de natalité est extrêmement bas. Il y a des pays en Afrique où le taux de natalité est extrêmement élevé. Donc, je dis ça pour dire arrêtons de parler de l'Afrique. Il y a des pays, il y a des régions, il y a des cultures, il y a des comportements extrêmement différenciés entre, je prends des pays au hasard, entre Madagascar et le Ghana, il y a autant de différences qu'il y en a entre la Grèce et la Suède. Donc, voilà le monde dans lequel on est. Si on avait beaucoup de temps, je vous dirais que ce monde-là est en train de découvrir le continent africain, hors la colonisation. On est encore dans la colonisation, trompons-nous pas. C'est long de décoloniser un continent complet. Il y a encore des relents, il y a encore des réseaux, il y a encore des attitudes. Mais c'est en train de changer. C'est vraiment en train de changer pour 2 ou 3 bonnes raisons. D'abord, l'Afrique devient normalement un marché. Elle n'est pas simplement un lieu où on va chercher les ressources naturelles, où on va puiser un peu de ci, un peu de ça. Elle est un endroit où on vend des équipements électroniques, on en a parlé tantôt, où on vend des automobiles, où on vend des billets d'avion, où on vend des maisons, etc., etc. Toutes les fois où on regarde une ville africaine, il faut se dire que dans 25 ans, elle va avoir doublé. Donc, on vend des maisons. Donc, on vend des services, de l'éducation, de la santé, de l'eau, de la sécurité, des équipements communs de toutes les communautés humaines du monde. Simplement un chiffre. Dans les 35 prochaines années, j'espère que le chiffre, vous allez vous en souvenir parce qu'il résume tout, du chantier Afrique, de cette extraordinaire aventure que les Africains à qui je m'adresse, les boursiers, ils ont maintenant une responsabilité extraordinaire. Il va y avoir 300 millions d'enfants qui vont entrer dans les systèmes scolaires africains dans les 30 prochaines années. 300 millions d'enfants. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Moi, je ne suis pas sûr. Je sais ce que je dis. Je sais que ce que je dis est vrai. Mais m'imaginer qu'il y a 300 millions d'enfants auxquels les systèmes scolaires doivent désormais s'ajuster, répondre, c'est vraiment absolument considérable. On parlait des villes. Je voudrais dire que comme en Asie, comme en Chine, comme en Inde, on entend beaucoup parler pour l'Asie. Il se crée plein de villes nouvelles en Afrique. L'Afrique crée des villes nouvelles, elle crée des quartiers entiers nouveaux dans les villes existantes, et à côté de ça, elle crée des villes nouvelles. Si vous prenez l'avion et que vous descendez à le nouvel aéroport de Dakar, entre l'aéroport et la ville, à un moment donné, vous allez dire, où est-ce que je suis? Je ne suis pas à Dakar, et je suis dans une ville, c'est une ville nouvelle qui est en train de se constituer. Ceux qui connaissent un peu l'Afrique, je suis allé dans tous les pays d'Afrique de nos diplômés d'aujourd'hui. Je connais un petit peu le continent, je sillonne depuis 1980. Si vous allez à Ouaga, vous allez voir Ouaga 2000, qui est une ville nouvelle. Si vous allez à Kigali, vous allez voir un peu en banlieue de Kigali, tout à côté de Kigali, une nouvelle capitale qui est en train de naître. L'Afrique crée des villes nouvelles. Mais l'Afrique est devenue un marché. C'est extrêmement important. On la considère plus simplement comme un espace contenant plein de ressources naturelles. On la considère désormais de plus en plus, et ça va devenir dominant, puisqu'on dit aujourd'hui il y a 300 millions, 325 millions d'une classe moyenne africaine qui a les moyens d'acheter des meubles, d'acheter des équipements de toutes sortes, dont on a parlé tantôt. Cette classe moyenne va être portée à 1 milliard de personnes en 2050. Ceux qui pensent les marchés de l'avenir pensent nécessairement l'Afrique, où ils se trompent. Comme l'Afrique va être avec l'Inde, la plus grande communauté d'internautes au monde. 1 milliard d'internautes au milieu du siècle. Même chose aux Indes, à quelques nuances près,
un peu moins pour la Chine. Et le monde entier prend note de ce qui se passe en Afrique. Le monde entier prend note de ce qui se passe en Afrique. C'est pas théorique ce que je viens de dire. L'Asie investit massivement en Afrique aujourd'hui. On dit la Chine est en Afrique. Oui, la Chine est partout dans le monde. Elle est en Europe, elle est dans l'ouest du Canada, elle est en Amérique latine, vraiment, elle est aussi en Afrique. Mais il n'y a pas que la Chine, il y a l'Inde, il y a tous les grands pays asiatiques sont là. Le Vietnam est là, la Corée est là, le Japon est là, la Malaisie est là, l'Indonésie est là. L'Europe est encore liée à l'Afrique, évidemment, pour des raisons historiques, mais l'Europe est maintenant en compétition avec le reste du monde. C'est pas tout à fait la même, elle n'est pas dans la même situation. Et il y a des pays comme l'Italie, des pays comme l'Allemagne, qui sont très près de l'Afrique, qui continuent à être près de l'Afrique. La France essaie, la Grande-Bretagne aussi. Mais l'Europe n'est plus dans la même situation. Ensuite, il y a les pays arabes. Les pays arabes sont les deuxièmes plus grands investisseurs sur le continent africain, tous les pays du Golfe. Tous les pays du Golfe, dans les aéroports, dans les lignes aériennes. Les lignes aériennes du Golfe sont les premières lignes aériennes sur le continent africain aujourd'hui. Et qui sait deux mots sur l'Afrique nouvelle, c'est que le Maroc est devenu une puissance africaine. Les compagnies, les banques marocaines, les compagnies d'assurance du Maroc, les compagnies de construction du Maroc, de tout ce qui est le secteur agricole très important au Maroc aussi. Tout ça est maintenant dans à peu près tous les pays du continent africain, de l'Afrique subsaharienne. Oui, on ne peut pas parler de l'investissement en Afrique après avoir parlé des grands investisseurs asiatiques, des investisseurs européens, des investisseurs arabophones, sans oublier ceux de l'extrême Asie du Sud, c'est-à-dire Israël et la Turquie. La ligne aérienne turque sont sur tout le continent. Ils n'étaient pas là du tout il y a 20 ans. Il se passe quelque chose. L'investissement, c'est le nouveau mot pour l'Afrique. L'Afrique a besoin d'aide au développement s'il y a des conflits. Et il y a des conflits en Afrique, comme il y en a en Asie, comme il y en a en Amérique latine. L'Afrique a besoin d'aide s'il y a des pénuries alimentaires, etc., comme il y en a ailleurs dans le monde, mais elle a surtout besoin d'investissement. Et heureusement, l'investissement est en train de se développer d'une façon forte sur le continent. Et j'ajouterai une chose qui me fait vraiment plaisir à dire, et on l'a beaucoup documenté dans le livre, les Africains investissent en Afrique. C'est nouveau. Les bourses régionales en Afrique, si on regarde le rendement des bourses régionales en Afrique il y a 15 ans, les grandes bourses, celles du Caire, de Casa, de Johannesburg, etc., est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Il y a un monde de différence. L'argent public, les bourses ouvrent des perspectives considérables à l'épargne africaine, des perspectives qu'elle n'avait pas il y a encore peu d'années. Voilà. Si on avait beaucoup de temps, j'aimerais vous parler de comment les banques se réorganisent sur le continent africain. On a parlé des bourses régionales. Les banques qui œuvrent en Afrique appartiennent de plus en plus aux Africains, ce qui n'était pas vrai il y a 25 ans encore. On a parlé des bourses, on a parlé des banques. Il y a les sociétés privées africaines. Les sociétés privées africaines, on a fait un grand recensement, je n'ai pas le temps d'aller dans beaucoup de détails, mais il y a de plus en plus de sociétés africaines qui travaillent dans 15 pays du continent, 12 pays du continent, 20 pays du continent, des très grands groupes dans le secteur des assurances, dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur des transports. La ressource africaine est en train, elle aussi, de conquérir tranquillement le continent. Tout ça n'est pas accompli. Tout ça est un chantier. On l'a dit 2 ou 3 fois depuis le début. Et m'adressant aux boursiers qui sont devant nous, quelle chance vous avez de participer à l'avenir de ce chantier-là. On a besoin que l'Afrique réussisse. Si l'Afrique échoue, c'est le quart de l'humanité qui est en difficulté. Donc toute l'humanité est en difficulté. Si l'Afrique réussit, c'est les Africains d'abord qui vont en bénéficier, mais toute l'humanité va en bénéficier aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada, tout ça? Eh bien, le Canada doit s'ajuster, comme le reste du monde, au changement du monde. Le basculement de la richesse, le déploiement universel de l'ère numérique, l'évolution démographique, les questions aussi environnementales dont on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout,
Le Canada réalise, et ça pas simplement par rapport à des votes récents aux Nations Unies, mais le Canada réalise, comme le reste du monde, que, un basculement considérable de plein de choses est en train de se produire. Et le Canada doit en débattre avec ses partenaires dans le monde. Quelle organisation nouvelle du monde? Quelles sont les institutions de l'avenir dans le monde changé dont on vient d'évoquer à grands traits les éléments clés de cette mutation? Comment le Canada se situe? C'est clair qu'il faut se resituer. C'est clair que, par rapport à l'Afrique notamment, clair que le Canada doit dire quels sont les intérêts du Canada en Afrique. Le lien avec l'Afrique, c'est plus un lien d'aide publique au développement. Honnêtement, je crois que les Africains sont plus là. Je crois qu'ils sont, comme nous, en train de comprendre un peu mieux, de définir un peu mieux, de négocier leurs intérêts. Quels sont les intérêts communs du Canada et de l'Afrique? La diplomatie du savoir, qui est le cœur de ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, est un des corridors forts entre le Canada et l'Afrique. Pour 2-3 bonnes raisons. Le Canada ne va jamais dominer, n'a pas envie de se mettre en situation de contrôler, mais le Canada veut sa part du marché africain. Un marché de 2,4 milliards de personnes, ce n'est pas indifférent dans le monde. Donc, on veut notre part, et les Africains ont droit aussi d'avoir une part du marché du Canada. Pourquoi pas une zone de libre-échange entre le Canada et l'Afrique? L'Inde vient de proposer ça, c'est intéressant. Des choses nouvelles. Je me dis, les Canadiens, on doit discuter avec le reste du monde. Comment on s'ajuste aux mutations du monde que je viens d'évoquer, et on ne peut pas discuter ça avec le reste du monde si on n'a pas discuté entre nous. Moi, je m'ennuie du temps. À l'époque où j'étais président de Droit et démocratie, où il y avait un dialogue quasi permanent entre les grands organismes fédéraux du Canada et la société civile canadienne. La société civile canadienne seule en direction de l'Afrique ne va pas réussir. Le gouvernement du Canada seul en direction de l'Afrique ne va pas réussir. La société canadienne et le gouvernement du Canada ensemble ont des chances de faire des avancées importantes, de regagner ce qu'on a perdu de présence, d'influence sur le continent africain. Donc, il faut débattre de ces changements. Il faut les connaître. Il ne faut pas se tromper de monde. Le monde a changé. Il va continuer à changer. Il faut les connaître. Donc, vu d'Afrique, qu'est-ce que le Canada peut apporter à l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter au Canada? C'est le nouveau paradigme. Pendant longtemps, on était dans un paradigme. Qu'est-ce que le Canada peut apporter à l'Afrique? C'est encore vrai. Mais le paradigme, il a évolué. Il inclut maintenant l'autre dimension. Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter au Canada? Il y a des valeurs communes. La francophonie en était une. Est-ce qu'elle en est toujours une? Ça va dépendre des politiques, de l'avenir des pays francophones. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent du peu d'intérêt des États francophones pour la francophonie. Est-ce que le Canada a envie d'être un pionnier, de relancer toute cette affaire avec l'Afrique à travers la bonification de grands programmes comme celui qui nous réunit aujourd'hui? Est-ce que le Canada a envie de recréer le fonds d'investissement à l'Afrique qu'il avait créé et qu'il a aboli, et retourner à ces formules qui ont été peut-être mises en place trop tôt, mais qui pourraient avoir une place dans l'avenir? Voilà ce que je voulais vous dire. On a besoin de l'Afrique pour la sécurité du monde. On aura sans doute besoin de l'Afrique pour nourrir le monde. On aura sans doute besoin des consommateurs africains pour faire vivre l'économie du monde. Et puis l'Afrique, on a dit tantôt, s'organise. C'est long, c'est compliqué. Elle a été dominée pendant 3 siècles. Est-ce qu'on peut lui donner encore quelques années pour se sortir du marasme dans lequel on l'a laissé dans les années 60? Moi, je suis très intéressé par les choix que les Africains ont faits récemment, et je vais terminer sur ça. Ils ont choisi de créer des grandes zones de libre-échange, y compris une zone de libre-échange continentale. Ça ne va pas changer le monde demain matin, mais ça fait qu'aujourd'hui, 20% du commerce à l'intérieur de l'Afrique se fait entre Africains. C'était 10% il y a 25 ans. Il y a un progrès considérable, un mouvement considérable. Donc,
Nous voyons comment les Africains s'organisent. On ne va pas les organiser à leur place, hein. On a essayé de faire ça, on a échoué. C'est terminé ce temps-là. C'est aux Africains, et je m'adresse à eux, ils sont devant nous, là, les administrateurs dans toutes sortes de dimensions de la vie commune sur le continent. C'est à eux. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. C'est à eux de conduire ce chantier de telle façon qu'ils réussissent. Je voudrais, en terminant, les féliciter à nouveau, ceux qui ont été avec nous ces dernières années, cette dernière année, les 80, les 78, leur souhaiter un bon retour dans leur pays, leur dire qu'on compte sur eux. Pendant longtemps, on pensait que l'Afrique avait besoin du monde. Le monde a besoin de l'Afrique. La vérité, maintenant, c'est que tout nous vient de partout. Tout nous vient de partout. La richesse, elle est en Asie. La production culturelle, elle est aussi en Asie, mais elle est aussi en Afrique. La production, les réponses aux questions environnementales, elles sont dans les grandes forêts tropicales au Brésil, mais aussi dans les forêts africaines. Il y a plein de choses pour lesquelles les Africains peuvent apporter une contribution énorme. Et puis leur sagesse, leur culture, leurs différentes cultures. On a pensé qu'ils n'en avaient pas, on a voulu les réduire à peu de choses. Non, c'est de grandes civilisations depuis des siècles, dans certains cas, qui ont leur façon de penser la sécurité humaine, qui ont leur façon de penser le dialogue entre les individus et les communautés, qui ont une notion très forte de la transmission, qu'on perd un peu dans certaines autres régions du monde. Donc, on est entré dans ce temps formidable où le monde va se nourrir de toutes les richesses du monde. On a été privé de ça pendant un certain temps. Nous sommes en train de sortir de ça. Donc, je vous souhaite un bon retour. J'étais heureux d'être avec vous. J'aurais aimé être avec vous réellement, mais bon, on est dans le siècle des Zooms. Apparemment, on est dans ça pour un petit moment. Donc, on se laisse sur des images, mais sur, j'espère, des convictions communes aussi, qu'on a tous besoin. Vous de nous et nous de vous. Merci beaucoup.